Ce que vous allez entendre est la suite de la chronique précédente de Montréal Noir, l'avènement de Dorlinger. Pour comprendre les tenants et aboutissants de cette enquête exclusive de Nous la Luna, nous vous conseillons d'aller voir cette chronique si ce n'est pas déjà fait, sur la chaîne YouTube de Nous la Luna. Non sérieux, sinon vous n'allez rien comprendre. Allez, on se dépêche. Pour ceux qui l'ont déjà vu et qui vont continuer à regarder cette vidéo, vous y entendrez la suite de l'enregistrement de l'interview de l'inspecteur Matson. Bon. Maintenant que tu sais comment Dorlinger est arrivé à Montréal, il faut que tu comprennes quelque chose. Faudrait pas que tu t'imagines que cette ville c'était le paradis sur terre ou un refuge de bonnes sœurs. Certes, on n'avait pas de membres siégeants de la commission d'installer sur place, mais on avait quand même notre petit lot de crimes quotidiens. Dorlinger a pas inventé le trafic, loin de là. En fait, on avait déjà 3 groupes qui s'activaient ici. D'abord, t'avais les Indiens. Eux, ils faisaient déjà dans la cigarette, l'alcool frélaté et les jeux. Un peu comme maintenant, mais en version plus décomplexée. Ensuite, t'avais les Franco. Eux, ils travaillaient plus dans l'est de la ville. Ils faisaient un peu de tout. On retrouvait surtout des filles, quelques braquages et de la protection. Et finalement, t'avais les Irlandais. Le West End Gang. Eux, ils contrôlaient le port, ils faisaient dans le racket, le braquage, et ils reliaient Montréal à toutes les autres grandes villes du coin. C'était des caïds en ville. T'avais pas encore d'Italiens. Les gars de Bonanno de Galante n'allaient arriver que plus tard, après l'affaire du Roxy, quand la place serait libre. Mais ça, c'est pas ce que tu veux savoir, tu t'en fous. Bref, quand Dorlinger est arrivé, je t'avoue qu'on a eu peur. On s'attendait à une guerre mafieuse, parce que ça pète de partout. Oh, c'est pas les Indiens ou les Franco qui nous faisaient peur. Eux, ils avaient pas les reins pour jouer les fiers à bras. Non. C'est les Irish qui auraient pu exploser. Le Western Gang, tu vois, c'est pas le seul groupe d'Irlandais de la côte Est. Tu pouvais en trouver dans la banlieue de Chicago, à Philly, à Boston bien sûr, et même à Toronto. Et s'ils avaient voulu se regrouper, se claquer les bretelles et partir en guerre, ça aurait pu faire très très mal. Mais c'est pas arrivé. En tout cas pas comme ça. Faut dire que Dorlinger c'était pas un idiot. Son but c'était de développer un point d'accès de la French Connection. Une porte d'entrée pour la drogue en Amérique du Nord. À son arrivée, il y avait quasiment rien. Qu'est-ce que tu voulais que les autres groupes défendent? Dorlinger ouvre un nouveau marché. Les braquages, la protection, le jeu, les filles, ça, ils s'en foutaient, ça l'intéressait pas. Enfin, pas directement. Alors il est arrivé avec un marché assez simple. Vous continuez à faire ce que vous faites et vous me laissez monter mon réseau. Moi, je vous file quelques boulots pour le développer et on fait tous un gros paquet de cash. Et j'avoue que l'idée de les impliquer dans le développement du réseau était bonne. Ça, c'est vrai. Les Franco ont récupéré le deal local en ville, les Irish protégeaient le port et acheminaient vers l'ouest, et les Indiens, eux, smugglaient le plus gros par la frontière vers les US. Mais il y avait une catch. Dorlinger devenait de facto le boss de Montréal. Tous devaient lui prêter allégeance et lui refiler une part du butin sur leurs activités, même celles qui dataient d'avant son arrivée. Il avait même monté une sorte de commission à la new-yorkaise. Le consortium. Ce truc existe encore aujourd'hui. Les Rizzuto le présidaient il y a pas si longtemps. Et tout ce petit monde se réunissait une fois par semaine dans le quartier général du boss, au Roxy. Une affaire bien rodée. Un qu'est-ce qui a foiré, hein? Ben voilà. Avant l'arrivée de Dorlinger, le Roxy justement appartenait à un Irlandais, un des boss du West End Gang. Willie Shawangesi. C'était pas le plus malin ni le plus courageux des gangsters en ville, mais il avait ce petit truc qui faisait que les gars le suivaient, et il était tenace. Dorlinger a haï Willie le jour où il l'a vu. Dès les premières rencontres avec les Irish, il s'est appliqué à le rabaisser et à le tenir en laisse. Alors quand il a exigé le Roxy comme cadeau de bienvenue, les Irish ont accepté, mais Willie l'a pas pris. Il a laissé faire, pas le choix, mais ça lui est resté en travers de la gorge. Et eux se sont regardés de travers depuis ce temps-là. Et venir chaque semaine se faire dépouiller et se faire dire quoi faire dans son ancien club, ça a commencé à l'énerver le Willie. 6 ans plus tard, alors que tous pensaient que l'âge de guerre était enterré, Willie est venu voir Dorlinger. Il avait réussi un tour de force assez incroyable à l'époque. Se lier avec les cartels colombiens. Tout ça pour ajouter la cocaïne à l'héroïne déjà en circulation. Il était venu demander au grand chef l'autorisation de lancer une opération d'importation. Et Dorlinger a eu l'air intéressé. En fait, il l'était vraiment. Mais voilà, laisser Willie développer son affaire, ça non. Il savait la rancœur que l'Irlande avait pour lui et il n'aimait pas l'idée de le voir monter les échelons. Alors, dans son dos, il a envoyé un gars à lui monter tout ça. Freddy Shapiro. Et ça, Willie lui a jamais pardonné. Alors dès que tout le monde a regardé ailleurs, il a fait refroidir Shapiro. Maintenant, petit, la question à $1000, c'est où ça s'est fait.
Roxy. Et ouais, le meurtre de Freddy, c'est le début de l'affaire du Roxy. Mais ce qui t'intéresse est arrivé le lendemain, quand Dorlinger s'est vengé de Willy. Il a envoyé ses gars chez lui pour lui faire la peau. Et il a envoyé Jim dessous des Peggy. Oh, Christian l'avait su. Mais comment on aurait pu imaginer ça? Je te demande qui sont Jim et Peggy. On va y venir. Mais laisse-moi boire un coup à leur mémoire avant.